Ok, donc on va commencer. Donc bienvenue au troisième exposé du séminaire Info pour tous. Donc on va parler de, de recherche de gènes dans l'ADN. Donc mon exposé s'appelle À la recherche du temps perdu. Donc je me présente, je m'appelle Sarah Oudaigoui, je suis élève à l'ENS en M1 en informatique. Donc allons-y. Donc a priori, la biologie et l'informatique, c'est des disciplines qui sont assez différentes. Donc la biologie qui s'appuie principalement sur l'étude du vivant, alors que l'informatique s'appuie plutôt sur des choses qui ne sont pas du tout vivantes, donc la technologie. L'informatique est bien plus théorique que la biologie, donc qui est très pratique. On va plutôt chercher à observer le vivant, disséquer, apprendre des choses sur ce qui existe déjà, alors que l'informatique, on va chercher à inventer de nouveaux outils, de nouvelles choses. Donc la biologie sera beaucoup plus expérimentale, tandis que l'informatique est beaucoup plus fondamentale. Pourtant, ces deux domaines ont des recoupements. La biologie se sert de l'informatique comme d'un outil dans ce qu'on appelle les big mechanisms, et qui est un domaine de la biologie qui est en forte expansion, qui est très étudié en ce moment. Donc par exemple, dans le fonctionnement d'une cellule, c'est très complexe, et une petite molécule va pouvoir induire une grosse réaction en chaîne sur la cellule. Donc par exemple ici, c'est le mécanisme de l'apoptose, donc de la mort des cellules. On voit qu'une petite molécule va venir se fixer sur un récepteur, et que tout ça va introduire une réaction en chaîne donc dans la molécule, qui va conduire à la mort de la cellule. Donc on voit que par exemple des molécules vont être produites, qui vont aller voir d'autres composants de la cellule et vont produire tout un tas de réactions en chaîne. Et c'est ce genre de big mechanism qu'on étudie en informatique, donc qu'on va modéliser avec un ordinateur. Et donc l'informatique peut servir dans ce cas-là. C'est la même chose pour des systèmes beaucoup plus gros comme les écosystèmes. Donc par exemple ici c'est un cas d'étude sur le blé, donc où les entrées sont en jaune, donc comme le climat, la nature du sol, l'eau, etc. Donc qui sont toutes les données de notre système, de l'environnement dans lequel va être la plante, et qui vont être liées donc à tout un tas de mécanismes qui vont se passer dans la plante, donc dans sa composition, son développement, etc., et qui vont conduire enfin aux sorties cherchées ou pas, donc qui sont la composition de la plante, par exemple sa teneur en protéines, etc., le rendement, tout ça. Donc les écosystèmes, donc pareil, c'est des systèmes qui sont extrêmement grands, donc avec de nombreuses relations entre les différents composants, et donc on les étudie en modélisant en informatique. À l'inverse, l'informatique s'est aussi inspirée de la biologie, donc dans plusieurs mécanismes, par exemple l'algorithme, ce qu'on appelle un algorithme génétique, donc qui se base sur le principe de l'évolution. Donc l'évolution, c'est le fait qu'une population, donc d'une espèce, va se retrouver dans un environnement particulier et va donc être soumise à son environnement, donc aux prédateurs, à ce qu'elle peut trouver à manger, à comment elle va pouvoir se reproduire, etc. Et tout ça, ça va induire ou non sa survie et sa reproduction. Et donc, ce qui va faire qu'au fur et à mesure des générations, la population va évoluer vers une population qui sera mieux adaptée à son environnement, parce que ces éléments-là auront mieux survécu. Et en informatique, on s'est servi de ce mécanisme-là, de cette méthode, pour créer des algorithmes, qu'on appelle donc des algorithmes génétiques. Donc l'idée, c'est qu'on prend un problème d'informatique, et on va voir les candidats comme solution à ce problème comme des petits animaux d'une espèce qui seront soumis à l'évolution. On va en prendre au hasard, et on va les évaluer selon nos critères, donc qui correspondent à ce qu'on pourrait voir comme l'environnement en biologie. Donc ils vont être soumis à certains critères, et ceux qui seront le mieux adaptés à leur environnement vont être sélectionnés. Donc les critères sont les critères d'évaluation, donc pour dire si le candidat est une bonne solution au problème ou non. Et ceux-là vont être sélectionnés comme on aurait sélectionné des individus qui sont mieux adaptés à leur environnement. Et ensuite, donc dans la nature, ils se seraient reproduits, et en informatique, on appelle aussi ça la reproduction, mais il s'agit juste de croiser donc les différentes solutions candidates d'une certaine manière, afin d'obtenir un candidat qui serait encore meilleur
pour résoudre notre problème. Et donc on itère ces trois étapes, et quand on est arrivé à un candidat qui est une bonne solution pour notre algorithme, on s'arrête. On a obtenu des résultats satisfaisants. Une deuxième chose utilisée en informatique et qui est inspirée de la biologie, c'est les réseaux de neurones, donc dans un domaine tel que l'intelligence artificielle, donc où on s'est inspiré de la nature du cerveau humain ou du cerveau animal, donc qui est composé de neurones qui sont reliés les uns aux autres, et donc qui permettent l'apprentissage. Donc par exemple, quand on essaye d'apprendre la guitare, ce qui va se passer, c'est que si on observe le cerveau de l'individu avant et après, on va se rendre compte que certaines connexions vont être accentuées vont être différentes avant et après. Elles vont avoir été accentuées par cet apprentissage de la guitare, par exemple. Et c'est ce qu'on essaye de reproduire en essayant de faire apprendre donc un réseau de neurones artificiel donc dans un ordinateur, essayer de rendre les connexions plus ou moins fortes pour qu'il accomplisse la tâche voulue. Donc comme un humain aurait réussi de passer à l'état de « je ne sais pas jouer de la guitare » à « je sais jouer de la guitare ». Donc c'est ce qui se passe en intelligence artificielle, et on a réussi à faire des progrès vraiment phénoménaux. Donc par exemple, le champion d'échecs mondial a été battu par un ordinateur conçu sur ce modèle de cerveau artificiel. Donc on entraînait en lui montrant des parties d'échecs, et qui avait après appris à faire... avait compris le mécanisme des échecs, et avait donc réussi à adopter des stratégies nouvelles et qui ont réussi à battre un champion du monde. Mais nous n'allons pas parler de ça. Nous allons parler d'un problème donc, où l'informatique aide la biologie, qui est donc un problème important en médecine, qui est de diagnostiquer les maladies génétiques, de savoir si on est porteur d'un gène qui prédispose à une maladie génétique. Donc on va faire ça en plusieurs étapes. La première, c'est de comprendre le problème posé, donc de réussir d'avoir les bases en génétique pour comprendre et modéliser en informatique ce problème. Et ensuite, on verra deux manières de le résoudre. Une manière naïve, donc qui est assez simple, mais qui nous permettra de poser des bases en algorithmique, donc d'apprendre un petit peu à manipuler des notions d'informatique. Et une deuxième, avec une approche assez différente et bien plus intelligente, qui nous permettra de trouver une solution optimale au problème. Et enfin, nous verrons quelques variantes de ce problème. Donc tout d'abord, allons-y pour les bases de biologie. Donc, il faudrait d'abord comprendre qu'est-ce que c'est que l'ADN pour trouver les composantes donc, qui induisent les maladies génétiques. Donc l'ADN, c'est tout simplement le support de l'information génétique. Donc l'information génétique, c'est le mode d'emploi de l'organisme. Il permet de connaître, c'est lui qui contient les informations sur tout notre corps. Donc par exemple la couleur de peau, la couleur des yeux, des cheveux, mais aussi des choses moins visibles comme les groupes sanguins. Il régule aussi la température du corps, son pH. Il permet aussi à un fœtus dans le ventre de se développer. Il donne le mode d'emploi pour fabriquer un bébé. Donc savoir où se placent les bras par rapport au torse, par rapport aux jambes, etc. L'ADN, il est présent dans chacune des cellules de notre corps. Il est présent donc dans le noyau. Il est constitué de deux chaînes, donc qui sont les deux chaînes qu'on voit ici sur les images, donc qui s'entrelacent, qui s'enroulent l'une autour de l'autre pour former une hélice. Et elles sont composées de petites molécules qu'on voit au milieu de ces deux chaînes, qui sont les nucléotides. Donc en coloré ici rouge, vert, violet et bleu, et ici donc à l'intérieur de la double hélice. Donc il existe 4 bases nucléiques différentes, donc qui sont l'adénine, la cytosine, la guanine et la thymine. Donc on appellera maintenant ATCG pour être plus court. Et on dit que ces bases nucléiques sont appariées, c'est-à-dire que le A et le T vont toujours être en face dans la double hélice, et le C et le G aussi. Donc comme ici par exemple sur la petite illustration d'Il était une fois la vie, les chapeaux doivent correspondre pour que les deux molécules soient côte à côte, donc dans les listes de l'ADN. Et donc pareil ici, on voit que les couleurs correspondant au A et au G vont être toujours ensemble, alors que celles qui correspondent au C et au G vont être toujours ensemble aussi.
Donc maintenant on sait ce que c'est que l'ADN, mais ça n'a aucun rapport avec l'informatique a priori. C'est seulement une petite molécule qu'on trouve, donc qui est invisible à l'œil nu et qu'on trouve dans notre corps. Donc comment on fait pour passer à quelque chose d'exploitable en informatique? C'est avec un séquenceur, donc, dont on voit la photo ici, qui permet donc de séquencer, comme son nom l'indique, l'ADN, c'est-à-dire de le transformer en un texte, une suite de ATCG, comme ceci. Donc on passe de la molécule d'ADN à un texte ATCG. Vous vous posez peut-être la question maintenant, pourquoi avant on avait une double chaîne, donc à chaque fois des ATCG d'un côté et des ATCG de l'autre, et que maintenant on n'a plus qu'un seul et unique texte? C'est parce que les bases sont complémentaires. Comme les bases sont complémentaires, si on a juste un seul des deux brins de l'ADN, on peut reconstituer l'autre par complémentarité. On sait que si on a un A à un endroit, on va pouvoir mettre un T en face, et inversement, si on a un T, on pourra mettre un A en face, et pareil pour les bases C et G. C'est pour ça qu'on se retrouve avec un unique texte composé des lettres A, T, C, G, donc qu'on aura extrait grâce à notre séquenceur. Donc, maintenant qu'on a appris ce que c'est que l'ADN, il va falloir aussi apprendre ce que c'est qu'un gène pour pouvoir définir notre problème. Donc un gène, c'est tout simplement un petit morceau d'ADN, une partie d'ADN. Et c'est une partie importante parce qu'elle contient de l'information génétique, donc qui sert dans l'organisme pour diverses choses. Donc si on veut représenter en informatique un gène, ce sera de cette manière-là, donc avec notre longue chaîne d'ADN qu'on a extrait grâce au séquenceur, et donc le gène, c'est un petit morceau de cette chaîne de caractères. Les gènes ne sont pas tous identiques d'un individu à l'autre, sinon on serait tous des clones les uns des autres, on se ressemblerait tous. Ils sont très souvent légèrement différents d'une personne à l'autre, et on appelle les différentes versions d'un gène une allèle, les allèles de ce gène. Donc par exemple, comme l'illustration le montre, ces tomates sont d'une même espèce globale, mais sont différentes les unes des autres, car il y a des petites différences dans leurs gènes qui vont changer leur taille, leur couleur, leur goût, etc. Enfin, pour finir de comprendre ce que signifie notre problème, on va définir ce que c'est qu'une maladie génétique. Donc les maladies génétiques, c'est des maladies qui ont une origine génétique, mais plus précisément des maladies qui sont causées ou favorisées par la présence de certaines allèles. Donc certains gènes possèdent en fait une allèle qui va être une allèle entre guillemets mauvaise et qui va causer ou favoriser l'apparition de maladies. Donc quelques exemples de maladies génétiques. Une première maladie génétique donc assez grave est la chorée de Huntington. C'est une maladie qui va toucher uniquement par cause génétique et qui va causer une dégénérescence mentale, une dégénérescence du cerveau. Donc comme on peut le voir sur la photo de droite, le cerveau va s'atrophier, va devenir plus petit, et donc cela est dû à la présence d'une certaine allèle dans un gène de la personne. Et donc ça va causer des dégénérescences tout d'abord au niveau physique. Donc la personne ne va plus être totalement maître de ses mouvements, ne va plus pouvoir contrôler ses muscles. Puis au fur et à mesure, ça va également toucher ses capacités mentales. Elle va bientôt plus être capable d'être indépendante et finira par mourir à moitié folle et dépendante d'autrui. C'est une maladie assez grave et donc une maladie génétique qu'on ne peut pas soigner du coup parce que son origine est dans le corps de l'individu, dans chaque cellule, et donc on ne peut juste que soigner les symptômes et non pas la maladie en elle-même. Un deuxième exemple, un peu moins grave, c'est un exemple sur la vision des couleurs, donc le daltonisme. Le daltonisme, c'est le fait d'avoir certains pigments, certains récepteurs dans l'œil qui ne sont pas présents, et donc on ne peut pas voir certaines couleurs. Donc, par exemple ici, la banane dans une vision normale paraît jaune, alors que dans une vision où quand on est daltonien et qu'on ne voit pas bien le vert, on va voir la banane plutôt rouge et bleue. À côté, l'illustration, c'est un test d'Iwasawa, donc qui permet de savoir si on est daltonien ou non. Donc ici, moi je vois un 6 un 6 rouge dans un écran plutôt jaune et bleu, vert. Et donc, si vous ne le voyez pas, c'est que vous avez un problème, ou que vous êtes un petit peu daltonien et que vous ne voyez pas le rouge.
Voilà. Maintenant, on a toutes les clés pour comprendre le problème, et on pourrait se demander pourquoi on va se servir de l'informatique pour faire cela. Donc, pourquoi ça ne pourrait pas être juste un chercheur en biologie qui prendrait les génomes des personnes, les imprimerait et chercherait à la main le gène, dirait à la personne oui, vous avez le gène qui prédispose au daltonisme ou non. Et non, on ne peut pas faire ça, parce que l'ADN en fait est extrêmement grand. Il est composé donc de 3 milliards de nucléotides, donc les lettres ATCG. Il y en a 3 milliards à la suite pour chaque humain, et donc de 20 000 gènes, ce qui correspond à 2 millions de fois le bouquin germinal. Donc en termes de nombre de lettres. Donc c'est pour ça qu'on va se servir de l'informatique pour traiter automatiquement les données et pouvoir trouver le gène dans l'ADN. Donc mon problème, maintenant on va pouvoir l'exposer clairement, vu qu'on connaît tous les termes, c'est comment trouver si un gène est présent dans l'ADN d'une personne ou non. Donc si par exemple cette séquence de ATCG va être présente dans la grande séquence d'ADN, et ici c'est le cas, on l'a trouvée, elle est ici en rouge. C'est ce qu'on va vouloir faire, donc passer de ces données-là à des données qu'on aura exploitées, donc pouvoir dire oui on a trouvé la chaîne ou non elle n'est pas présente dedans. Donc pour cela on va donc modéliser comme je l'ai dit plus tôt la chaîne par ce qu'on appellera une chaîne de caractères, donc sur l'alphabet ATCG. Et notre problème, donc présenté d'une manière un peu plus informatique ou mathématique, ce sera de dire s'il existe deux chaînes A et B, telles que l'ADN S peut s'écrire APB, où P est le gène qu'on cherche. Donc si on donne un exemple, est-ce qu'on pourrait écrire l'ADN sous cette forme-là, donc une longue chaîne avec un préfixe dont on se fiche, notre gène, et un suffixe dont on se fiche. Donc voilà, en résumé, c'est ce qu'on cherche à faire. On va maintenant essayer de présenter un premier algorithme pour résoudre ce problème, donc qui sera un algorithme assez simple. Donc est-ce que le motif est présent dans la chaîne déjà? Donc, je vous donne la réponse, oui il est présent. Donc il est présent ici. En rouge, ça se voit mieux. Et on va essayer de montrer comment on peut faire pour trouver de manière automatique cette partie-là dans la grande chaîne. Donc on va se baser sur une idée assez simple qui va être de tester toutes les possibilités. Donc de se dire que le fait d'avoir ce motif-là dans la chaîne au-dessus, c'est soit l'avoir à partir de cette position-ci, soit l'avoir à partir de la position suivante, et ainsi de suite. Et donc on va tester à chaque fois si la chaîne ici correspond au motif, ou si ce n'est pas le cas, et ainsi de suite on va tester. Et tant qu'à faire, on va les tester dans l'ordre, parce que c'est quand même plus simple. Donc sur l'exemple, je vais vous montrer le fonctionnement de l'algorithme, et ensuite on essaiera de l'écrire dans un cas général. Donc ici, la petite flèche va marquer l'endroit à partir duquel on essaye de voir si le motif et la chaîne de caractères, si le gène et l'ADN correspondent, donc que je vais appeler souvent motif et chaîne de caractères. Donc on voit déjà que la première lettre coïncide, la deuxième lettre aussi, la troisième lettre aussi, mais ici on voit que ça ne va plus correspondre, donc le gène n'est pas présent à cet endroit-là, et on va pouvoir continuer notre recherche. On passe à l'indice suivant et on essaye de voir si le gène complet est présent à cet indice-là de l'ADN. Donc c'est pas le cas parce que la première lettre diffère. De même ici, le C et le A ne correspondent pas, donc ça va différer. Et on continue, ainsi de suite. Donc ici, le A et le A correspondent, le G et le G aussi, le C, le T, le A, le G, mais la dernière lettre ne correspond pas, donc le motif n'est pas présent à cette place-là dans l'ADN. Et donc on avance d'un cran. Ça ne va pas marcher ici parce que la première lettre est différente, ici aussi, et ainsi de suite. Ici, les deux premières lettres correspondent, mais pas la suivante. Et ainsi de suite, on va finir par tomber sur le gène. Donc qui est présent ici parce qu'on a réussi à faire correspondre chacune des lettres du motif avec l'ADN à partir de ce rang-là.
Donc ce qui donne en animation. Bien sûr, l'animation ne se lance pas. Oh. Ouais, elle veut pas. C'est triste. Bon, il y avait une animation donc, qui correspondait absolument à ce qu'il y avait ici, mais du coup en dynamique. Et donc maintenant que vous avez à peu près l'intuition de ce qui s'est passé, de ce qu'on va faire pour résoudre le problème, on va essayer de le décrire d'une manière plus formelle, donc à l'aide de ce qu'on appelle en informatique un algorithme, qui est juste une suite finie et non ambiguë d'opérations ou d'instructions, qui permet de résoudre un problème, d'obtenir un résultat. Donc c'est assez vague dit comme ça, mais on va définir un certain nombre d'opérations élémentaires qui vont être non ambiguës et qui vont nous permettre de décrire notre algorithme. Donc, on va définir d'abord ce qu'on appelle une affectation de variable, donc qui est le fait de donner une valeur à une variable. Donc, par exemple, ici, ce que ça veut dire, c'est que on va avoir une variable notée x dans la mémoire de notre ordinateur et qui va avoir la valeur 1. Donc ici, par exemple, un programme avec plusieurs affectations de variables, et on va voir ce que ça donne sur la mémoire. Donc, tout d'abord, la première opération va nous donner dans la mémoire x égale 1, puis la seconde opération définit une deuxième variable, qui s'appelle y, et qui va avoir la valeur 2 dans la mémoire. La troisième opération est un petit peu plus complexe, parce qu'elle fait intervenir l'ancienne valeur de x, lui ajoute 2 et la donne à x. Donc x va valoir 3. Donc avant on avait x égale 1, si on prend l'ancienne valeur de x et qu'on lui ajoute 2, on va avoir la nouvelle valeur de x qui vaut 3. Puis si y prend la valeur de x, alors y va prendre la valeur 3. Une deuxième opération, c'est l'opération tant que, donc qui, comme son nom l'indique, va prendre une condition, donc dans les premiers 3 petits points, donc qui pourra être vraie ou fausse. Et tant que cette condition sera vraie, on va faire une certaine opération qui sera dans le faire, dans la partie faire du truc. Donc par exemple sur ce programme, on commence par définir une variable donc, qui vaut 0, et si la condition du temps que est respectée, donc ici c'est le cas parce que x vaut 0 et donc est bien inférieur à 10, alors on va effectuer l'opération suivante qui est d'ajouter 1 à x. Donc là maintenant, x ne vaut plus 0 mais 1 parce qu'on vient de lui ajouter 1. La condition est toujours respectée, donc on continue de faire cette opération, et maintenant x vaut 2, et ainsi de suite. Comme x est toujours inférieur à 10, on va ajouter 1 à x jusqu'à ce que x ne soit plus inférieur à 10. Donc ici, pour x égale 9, on a toujours x inférieur à 10, donc on va toujours ajouter 1 à x. X va valoir 10, et à ce moment-là, la condition n'est plus respectée, donc le programme va s'arrêter. Une autre opération élémentaire, ça va être l'opération donc pourrie allant de à faire. Donc ici, il va y avoir des entiers, et ça va faire que ça va définir une variable x dans la mémoire, donc qui va prendre les valeurs de, par exemple, dans mon exemple, ça va être de 1 à 10. Donc i va prendre la valeur 1 dans la première fois qu'on exécutera cette ligne de programme, puis il va valoir 2, et 3, et 4, jusqu'à 10. Et à chaque fois, on exécutera le programme qui suit le faire. Donc par exemple, ici, on définit la variable somme, qui vaut 0, et on commence notre boucle pour. Donc on a une variable i qui vaut 1. Donc ce qui fait qu'on va ajouter à somme la valeur de i, qui pour l'instant est 1. Donc on va faire somme qui vaut sa valeur actuelle 0, plus 1, donc 1, et ainsi de suite. Maintenant, pour i égale 2, on rajoute i à somme. Donc somme est égale à 0 plus 1 plus 2, qui vaut 3, et ainsi de suite. Vous commencez à comprendre le mécanisme. On va rajouter la valeur de i pour i allant de 1 à 10 à la variable somme. Donc somme à la fin du programme vaudra 55 parce qu'on aura ajouté à chaque fois i à celle-ci jusqu'à ce que i vale 10. Enfin, la dernière opération, c'est l'opération si. Donc le si va prendre une condition donc, qui pourra être toujours vraie ou fausse, et si cette condition est respectée, alors on fera la partie
alors du programme, et sinon on fera la partie sinon. Donc par exemple, ici, si x égale 3, on voit que, donc on définit, la variable est définie à 3 dans notre programme, et on voit que la condition x supérieure à 0 est respectée. Donc on va passer dans la partie alors du programme, donc on aura y égale 3 à la sortie du programme. Si au contraire on a x égale moins 6 par exemple, on va se retrouver donc avec en mémoire un x qui vaut moins 6, et dans la partie si, on va avoir cette condition qui n'est pas respectée. Moins 6 est plus petit que 0. Donc on passe dans la partie sinon, et on va avoir y qui va prendre la valeur moins x, donc moins 6, 6. Donc maintenant on va pouvoir commencer à faire notre cas général donc de l'algorithme naïf. Donc cette fois on prend un ADN noté S, et donc il y a une longueur n, et un gène noté X qui a une longueur M, et ce qu'on va faire c'est essayer d'écrire avec les opérations qu'on vient de définir ce qu'on a fait dans l'exemple. Donc ce qu'on fait c'est comparer à chaque indice de l'ADN celui-ci donc avec le motif. Donc ce qu'on fait c'est une boucle pour i allant de l'indice 0 de l'ADN à l'indice n-m plus 1, donc le dernier où on pourrait trouver la chaîne, le motif. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va comparer à partir de l'indice i l'ADN avec le motif. Et s'ils sont égaux, on va renvoyer vrai, on va dire oui, on l'a trouvé, et sinon on va renvoyer faux. Si après toutes les itérations qu'on aura fait sur l'ADN, on n'a jamais renvoyé vrai, c'est qu'on n'a pas trouvé le gène dans l'ADN, et donc on va renvoyer faux. Donc ici, il y avait encore l'animation qui devait se faire, mais ça va pas être possible. Maintenant, on va étayer un peu notre programme, parce que cette partie-là n'est pas écrite avec les opérations algorithmiques qu'on a définies, donc on va un petit peu affiner progressivement. Donc pour commencer, ce qu'on disait avant, c'est qu'on comparait l'ADN avec le gène à l'indice I. On va détailler un petit peu. Comparer l'ADN avec le gène à l'indice I, c'est comparer chaque lettre de l'ADN avec celle du gène aux indices correspondants, une par une. Donc on fait une deuxième boucle pour, qui va de 0 à m-1, et donc qui permet de comparer l'ADN à l'indice I plus J, donc I étant le placement de la flèche, et J étant le placement de ce qui était les lettres rouges avant dans l'exemple. Dans les deux chaînes. Et donc pour le gène, c'est à partir de l'indice J, donc J étant l'indice qui correspond à l'endroit où on en était avec les lettres rouges dans l'exemple. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on compare ces deux éléments, donc ces deux lettres à chaque fois, jusqu'à ce qu'on arrive au bout du motif, sauf si on réussit à en trouver, sauf si on trouve qu'ils sont différents à un certain moment. S'ils sont différents, alors le motif n'est pas présent à l'indice qu'on était en train de considérer, et on va passer à la prochaine itération. On va passer au i suivant. Si par contre on arrive à aller jusqu'au dernier indice j, c'est qu'on est arrivé au bout du motif, et donc c'est qu'on est arrivé au bout du gène, et donc on a réussi à trouver une correspondance entre l'ADN et le gène, et donc on va renvoyer vrai. Et sinon, on renvoie toujours faux. On va affiner cette fois cette ligne-là, donc qui est juste l'opération si qu'on avait vue. Donc on remplace ceci qui est en langage naturel avec notre formalisme informatique. Donc si j égale m-1, on retourne vrai. Et on n'a pas à changer cette ligne-là, ces deux lignes-là. Ce qu'on va faire maintenant tout de suite. Donc ça s'écrit simplement en langage informatique comme ceci. Comparer S I plus J avec XJ, c'est simplement regarder si S I plus J et XJ sont égaux ou différents. Donc dans notre cas, ce qui nous intéresse, c'est est-ce qu'ils sont différents. Donc on va écrire si SI plus J est différent de XJ. Alors on passe à l'étape suivante.
ce qu'on va noter par un break, qui veut juste dire qu'on arrête d'itérer ce pour-là, on arrête d'avancer sur la boucle pour j allant de 0 à m-1, mais on passe au i suivant. Donc, toujours cette animation qui ne marchait pas, qui montrait le dynamisme de la chose. Et maintenant qu'on a donné l'algorithme dans le cas général, on va pouvoir essayer de le faire marcher sur des données donc, que j'ai récupérées. Ici, c'est le code génétique du gène donc codant pour le daltonisme. Donc on voit ici la séquence du gène qui est responsable du daltonisme. Et à côté, j'ai mis le code dans un langage qui s'appelle Python de l'algorithme qu'on vient de faire. Donc on reconnaît bien les boucles pour, for i, donc écrites en anglais, avec le if, le break, etc. Et donc j'ai fait tourner tout ça, donc avec le gène qui avait une taille de à peu près 1 millier de nucléotides, et un chromosome donc qui est juste une partie d'ADN, donc qui avait une taille de 170 000 nucléotides à peu près. Ça a pris un temps plutôt court, mais relativement, donc à peine une seconde. En pratique, presque une seconde n'est pas génial, parce que en recherche en biologie, on va vouloir rechercher des gènes très nombreux. Dans de nombreux génomes, on aura une grosse base de données de génomes. Et donc avoir presque une seconde par gène et par génome, c'est pas excellent. C'est surtout pour ça qu'on va faire la seconde partie plus tard. Mais d'abord, ce qu'on va essayer de faire, c'est d'introduire une notion qu'on appelle la complexité en informatique, et donc qui permet de mesurer le temps que met un algorithme à tourner. Donc ce temps, il va être proportionnel à ce qu'on appellera des opérations élémentaires, et qu'on va calculer. On va calculer le nombre d'opérations élémentaires qu'on fait en fonction des données qu'on donne à l'algorithme. Ce qu'on appelle des opérations élémentaires, donc c'est défini juste en dessous, c'est l'affectation de variables, l'addition, la multiplication, la comparaison, donc des opérations assez simples. Et donc on va regarder déjà sur des exemples ce que ça donne de coter ce nombre d'opérations élémentaires. Donc par exemple sur ce premier programme, le comptage des opérations élémentaires est assez simple, il n'y a que des affectations, donc il y en a une ici, une ici, une ici, une ici. Donc ça fait à chaque fois une seule opération élémentaire pour chacune de ces lignes, donc au total 4 opérations élémentaires. Pareil pour le deuxième programme, ici il y a une opération d'affectation de variables, puis une comparaison, et après, en fonction de si on va dans le alors ou dans le sinon, il va y avoir dans les deux cas une affectation de variables. Donc ça fait toujours une opération élémentaire pour chaque élément. Donc ce qui va faire en tout 3 opérations élémentaires, parce qu'on va effectuer soit le alors, soit le sinon, et non pas les deux. Pour le programme 3, ça devient un petit peu plus compliqué. On a cette ligne-ci qui va correspondre à une opération élémentaire, et celle-ci aussi. Mais par contre, il va falloir compter le nombre d'opérations élémentaires qu'on fait dans cette boucle. C'est assez simple parce que ici, on va avoir i qui va évoluer de 1 à n, donc il va faire 1, 2, 3 jusqu'à n, et donc ça va faire n fois la ligne d'en dessous. Si on développait le programme, ça ferait comme si on avait fait n fois la ligne somme égale somme plus 1, somme égale somme plus 2, somme égale somme plus jusqu'à n. Donc ça va faire en tout n opérations élémentaires. Donc le programme au total aura n plus 1 opération élémentaire, celle-ci, et toutes les opérations faites dans la boucle pour. De même, pour le programme d'en dessous, on va avoir ici une opération élémentaire et ici une autre. Et comme on l'avait fait précédemment, on sait que dans cette boucle tant que, il va y avoir n opérations élémentaires de fait, il va y avoir n itérations, parce que x va valoir d'abord 1, puis 2, puis 3, puis jusqu'à n. Et à ce moment-là, la boucle tant que va s'arrêter. Donc cette boucle tant que va être exécutée n fois, et donc elle va exécuter n fois l'opération en dessous, qui est une unique opération élémentaire. Donc en tout, ça va faire n opérations élémentaires. Et le programme au total fera donc n plus 1 opération élémentaire.
On va maintenant passer à un comptage un petit peu plus compliqué, qui est celui de notre algorithme, donc, qui est affiché ici. Donc déjà, on repère où sont les opérations élémentaires. Il y a celle-ci. Le break aussi peut être considéré comme une opération élémentaire. Cette opération de comparaison aussi. Et les deux retournés aussi. Donc ça nous fait tout ceci d'opérations élémentaires. Maintenant, on va compter combien d'opérations on va faire pour J allant de 0 à m-1 au total. Donc, et au maximum aussi, parce que ce break-là ferait qu'on ne pourrait pas calculer le nombre d'itérations de manière précise, car il dépendrait du moment où les deux chaînes ne sont plus en accord. Donc au maximum, ce qui va se passer, c'est qu'on va réaliser toutes les opérations de 0 jusqu'à m-1 qui sont dans la boucle. Donc il y en a 2. Donc au total, on fait m fois 2 opérations élémentaires. Puis après, pour compter combien d'opérations élémentaires on a dans la boucle pourrie allant de 0 à n moins m plus 1, on compte donc combien il y en a dans la boucle. Il y en a m fois 2 ici, plus 1, plus 2. Donc m fois 2 plus 2, et on effectue cette boucle-là n moins m plus 2 fois. Donc en tout, on aura n moins m plus 2 fois 2 plus m fois 2 opérations élémentaires pour la boucle pourrie allant de 0 à n moins m plus 1. Ensuite, on rajoute l'opération élémentaire correspondant au retourné faux, et donc on a ce nombre d'opérations élémentaires là, donc qui va nous permettre de calculer le pire cas, le pire temps que pourrait donner notre algorithme en situation réelle. Donc le pire cas pour cet algorithme, il est atteint avec par exemple ces deux chaînes là, donc un ADN qui serait une très longue chaîne de A, et le gène qui serait une chaîne de A suivie d'un T. Ce qui fait que quand on regarde notre algorithme, la boucle, on ne ferait jamais l'opération break, sauf à la toute fin, sauf à la dernière lettre du gène, parce qu'on aura toujours correspondance entre SI plus J qui vaut toujours A, et XJ qui vaut A, sauf pour la dernière lettre. Donc on va faire quasiment toutes les itérations de la boucle J. On va faire toutes les comparaisons de la boucle J jusqu'à la dernière lettre qui va diverger pour les deux chaînes, et donc on passera à l'itération suivante de la première boucle. Donc dans ce cas-là, on est dans le pire cas, et on sera donc à ce nombre d'opérations élémentaires-ci qu'on peut calculer. Donc dans l'exemple que j'avais donné tout à l'heure, donc pour le gène du daltonisme et le chromosome sur lequel il était situé, on a un nombre d'opérations élémentaires absolument gigantesque de à peu près 400 millions. Ce qui fait, donc dans un ordinateur, le pire cas qu'on pourrait avoir pour cet algorithme, ça serait de 2 à 4 minutes, donc pour notre exemple. Ici, on a obtenu un temps réel de 0,8 secondes, c'est parce qu'on a bien utilisé le break qu'on avait vu tout à l'heure, donc le break qui est ici dans la fonction, qui fait qu'à chaque fois qu'on rencontre une différence entre le gène et l'ADN, on va pouvoir s'arrêter et passer à l'itération suivante. Et donc ceci va augmenter significativement la rapidité de l'algorithme. Mais dans le pire cas, on peut tout de même atteindre des temps assez considérables de quelques minutes. Donc pour réussir à pallier à ce problème d'un temps qui est absolument gigantesque pour certains exemples pour cet algorithme, on va passer à un autre algorithme qui s'appelle l'algorithme de KMP. Donc c'est un algorithme qui a été créé par Donald Knuth, donc qui est un grand pionnier de l'informatique dans les années 70, disons, 70 jusqu'à 2000 environ. C'est un monsieur très important en informatique. Il a réalisé un ouvrage qui s'appelle The Art of Computer Programming, donc qui est un ouvrage de référence en informatique, donc en algorithme. Et donc il a écrit l'algorithme qu'on va voir ci-dessous. Donc le problème avec notre algorithme précédent, c'était qu'il testait toutes les possibilités sans chercher vraiment à faire de différence, à
être intelligent en fait. La seule chose qu'il retenait, c'était est-ce que à cet endroit-là, il y a encore une chance que mon motif soit présent ou pas du tout. Ici, ce qu'on va essayer de faire, c'est de rajouter une mémoire en fait à notre algorithme, à notre petit ordinateur, pour le rendre un petit peu plus intelligent. Mais je vais vous montrer ce que ça donne sur l'exemple, ça sera sûrement plus parlant. Donc l'idée, c'est qu'on va lui faire garder en tête ce qu'il a déjà lu pour pouvoir le faire, lui faire sauter certaines étapes de l'algorithme qu'on avait précédemment. Donc là, pour l'instant, il n'a rien lu du tout. Puis, il voit qu'il lit un A. Donc, sur la première... donc, reprenons du début. L'idée, c'est que on va faire un petit peu comme l'autre algorithme. On va continuer à scanner l'algorithme linéairement, donc de gauche à droite, et à comparer le gène avec la chaîne, donc à partir de l'indice 0, puis ainsi de suite à partir d'indices plus lointains. Mais on va essayer de ne pas faire ça à chaque indice, mais plutôt de réussir à lui faire sauter des étapes qui ne seraient pas concluantes. Donc l'idée ici, c'est qu'on va lui faire avoir une petite mémoire, on va lui faire retenir ce qu'il a lu. Donc ici, pour l'instant, il vient juste de lire un A et de voir que ces deux-là correspondent. Puis il lit le G, et il lit le C, et pour l'instant il est toujours content, ça correspond. Mais après, il a lu un A, et ça ne correspond pas au motif qu'il veut trouver. Donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va essayer de se replacer sur l'ADN à un endroit stratégique. Comme il a déjà lu le G, et qu'il a déjà lu le C, il sait que ça n'a aucun intérêt de se placer à ce niveau-là pour comparer avec le gène, ou à ce niveau-là, parce que les deux premières lettres ne peuvent pas correspondre. Le A ne va pas correspondre avec le G, ou le A ne va pas correspondre avec le C. Donc il va directement se replacer au niveau de ce A-là qu'il vient de découvrir. Donc il a déjà lu le A qui est situé ici. Il continue. Tant qu'il ne trouve pas de différence, il continue à lire. Et quand il commence à trouver une différence, donc ici, il a trouvé une différence entre le A et le T. Il vient de lire donc sur l'ADN AGCT et AGA. Il va essayer de se replacer. Donc comme je l'ai dit avant, il ne va pas se replacer sur un G ou sur un C parce qu'il sait que le début du motif ne va pas correspondre. Il ne peut pas non plus se placer sur le T parce qu'il sait que la première lettre du motif, c'est un A, et donc il ne va pas pouvoir se placer là. Il ne va pas non plus se placer sur ce premier A ici, parce qu'il sait que la suite, ça va être AGA, et que son motif ne commence pas par AGA, mais par AGC. Donc il va aller directement se placer sur ce A-là de l'ADN, donc qui correspond à celui-là en bas, et non pas comme dans l'algorithme naïf, aller ici d'abord à cet indice-là, puis à celui-là, et celui-là, et celui-là, et celui-là. Donc il fait un large pas en avant par rapport à l'algorithme précédent, qu'il fait avancer de plusieurs nucléotides d'un coup, et il va se replacer directement sur ce A-ci. Donc il a lu ce A, puis le G, puis le C, le T, le A, le G, et malheureusement la dernière lettre ne correspond pas. Il y a une différence, ici c'est AGC contre AGT pour finir le motif. Donc ce qu'il fait, ça ne correspond plus avec le motif qu'il cherche, mais par contre, il va remarquer qu'il peut se placer au niveau de ce A dans l'ADN afin de reconnaître le début du motif AGC et de voir si la suite peut correspondre. Donc il va directement aller se replacer au niveau de ce A-là, parce que ce suffixe correspond au début du motif qu'il recherche. Donc c'est ce qu'il fait. Il s'est placé au niveau du AGC qu'il avait reconnu, qu'il avait déjà vu auparavant. Et donc il sait qu'il l'a déjà lu même. Et il continue donc à avancer, de lire AGCT, AGCTA, etc. jusqu'à qu'il ait trouvé le motif. Donc voilà. C'est un algorithme qui permet de faire des sauts dans ce qu'on avait dans notre première boucle pour. Donc plutôt que de regarder chacun des indices de manière un peu répétitive, là il observe la chaîne de caractères qu'il est en train de lire, et ça lui permet de se replacer à un certain endroit sur cette même chaîne pour être plus efficace. Donc on peut se rendre compte en faisant un petit tableau que le nombre de cas possibles pour lesquels il doit se replacer n'est pas extrêmement grand. Donc c'est l'ensemble de tous les mots qui sont indiqués ici, sauf ceux qui sont barrés.
Donc l'idée c'est, ça c'est ce qu'il va y avoir c'est ce qu'il y avait dans la mémoire de notre petit ordinateur. Donc ce qu'il est susceptible de lire. C'est-à-dire, il va à chaque fois y avoir un préfixe du motif plus une lettre qui est celle qu'il vient de lire. Et c'est à ces moments-là où ça pourrait diverger que l'ordinateur va devoir se replacer. Que dans notre algorithme, on va devoir se replacer sur l'ADN. Donc, c'est pour ça que certaines sont barrées, parce qu'elles correspondent à ce qu'on attendait pour compléter dans le motif. Et donc, c'est les itérations où le petit ordinateur ne fait rien du tout, parce qu'il est content, il a pu il a pu avancer dans sa recherche du motif, ça correspond au motif. Donc c'est A, AG, AGC, AGCT, AGCTA, etc. Ça correspond à ce qu'il voudrait pour le motif, donc dans ces cas-là, il n'a pas besoin de se replacer. Et les cas dans lesquels il a besoin de se replacer, c'est tous les autres, et il n'y en a pas tant que ça. Et c'est pour ça qu'on peut réussir à faire un algorithme qui va nous permettre de gérer ces cas-là et de se replacer au mieux dans l'ADN. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire... Oui ? Oui. Oui. En fait, si tu regardes ce que faisait le robot, c'est ce qu'il avait déjà lu et ce dont il était content, en fait. Il y a un moment où ce qu'il lit, il n'en est plus content. Donc, par exemple, ici, où il y a marqué en dessous « ça ne correspond pas ». Et dans ce cas-là, c'est quand il y a eu un mismatch. Enfin, il y a eu... ça ne correspondait plus. Et c'est ce que j'ai mis en couleur ici, ce qui ne correspondait plus. Donc ça, c'est ce dont il était content, qui est un préfixe du motif. Et ça, c'est ce qu'il a lu ensuite, mais qui ne correspondait plus à ce qu'il aurait voulu pour continuer le motif. Et donc qui nous oblige à nous replacer dans l'ADN. Donc ce qu'on va faire pour réussir à trouver comment se replacer, c'est construire un schéma comme celui-ci, donc avec divers états. On commence dans cet état ici, et les divers états ont chacun une signification, qui est la suivante. Donc le premier état, c'est l'état où on n'a rien reconnu du tout, on n'a reconnu aucune lettre de notre motif. L'état suivant, c'est l'état où on a déjà lu une lettre qui correspond au début de notre motif, qui est la lettre A. Puis ici, le deuxième état correspond à l'état où on a déjà lu AG, donc qui correspond au début de notre motif, et ainsi de suite. On a déjà lu AGC, AGCT, et quand on est arrivé au dernier état ici, c'est qu'on a déjà lu AGCT, AG, donc on a déjà reconnu notre motif. Donc à ce moment-là, il y a une petite flèche sortante pour dire c'est fini l'algorithme. Nous avons reconnu notre motif, on peut renvoyer vrai. Et donc on va essayer de mettre des flèches sur ce schéma pour dire comment passer entre les différents états. Donc allons-y. Donc tout d'abord, dans cet état-là, où on n'a rien lu du tout, il y a 4 situations possibles. Soit on va lire le A, et dans ce cas-là, on est content, on a lu une lettre de notre motif, et on va pouvoir avancer dans l'état j'ai reconnu un A. Soit on lit un G, un C ou un T, et dans ce cas-là, on n'a pas avancé dans notre recherche de motif, et on va rester dans cet état-là de nous n'avons rien reconnu, ce qui donne ce schéma-ci. Ensuite, quand on est dans l'état nous avons reconnu un A, les situations sont les suivantes. On peut soit lire ensuite un A, un G, un C ou un T. Si on lit un G, alors on est content parce qu'on a encore reconnu le début de notre motif, et donc on peut avancer dans l'état suivant, on a reconnu AG. Dans les autres cas, il y a une distinction à faire. Dans le cas où la lettre suivante c'est un C ou un T, on se rend compte qu'on ne va pas pouvoir se replacer de manière intelligente pour continuer à chercher la chaîne. Donc on va passer dans l'état nous n'avons rien reconnu, parce que dans ces deux-là, il n'y a aucun préfixe qui rappelle le début du motif. Donc on va passer dans l'état où le motif où on n'a lu aucune lettre du motif. Dans le cas par contre où on lit un deuxième A, on peut rester dans l'état on a lu un A parce que ce A-là correspond à la suite de l'ADN, et on pourra potentiellement trouver derrière le motif. Donc c'est ce qu'il y a ici.
Donc si on lit un T ou un C, on passe dans l'état nous n'avons rien lu du tout, parce que ces deux lettres-là ne correspondent pas au début du motif. Alors que si on a lu un A, cette lettre-là peut amorcer le début d'un motif. Et si on lit un G, on a reconnu AG et on est très content. Ainsi de suite, on va continuer à remplir notre diagramme. Donc si on lit AGC, on est très content parce que c'est le début de notre motif, et donc on peut avancer dans les états et aller dans cet état-ci. Si on lit AGT ou AGG, par contre, on ne peut pas se replacer, on ne voit pas le début du motif dans les préfixes de ces deux chaînes. Donc on repasse dans l'état, on n'a rien lu du motif. On n'est pas en possession de lettres du motif. Et si on lit un A après avoir lu AG, on peut repasser dans l'état nous avons lu un A, parce que ce A sera potentiellement le début d'un motif AGCT-AG. Donc, comme indiqué ici. Ainsi de suite, si on lit AGCT, on va pouvoir passer dans l'état suivant T. Si on lit un deuxième C, on voit qu'il n'y a aucune correspondance avec notre motif et la fin de cette chaîne, donc on va retourner dans l'état nous n'avons rien lu. Si on lit un A, on va pouvoir retourner dans l'état A, donc comme je l'ai expliqué plusieurs fois avant. Et si on lit un G, on voit que la fin ne correspond pas du tout à notre motif, donc on va pouvoir encore passer dans l'état nous n'avons rien lu. Ainsi de suite, vous commencez à comprendre comment ça fonctionne. Il y a tout de même une transition que j'aimerais expliquer, c'est celle-ci, donc où il va se passer un comportement un petit peu plus intéressant. Donc on est dans cette configuration-là, on a déjà lu AGCT AG, et on regarde la lettre suivante. Donc si c'est un A, on voit que le préfixe qui pourrait correspondre à un début de motif, c'est le A, donc on va retourner dans l'état A, dans l'état on a reconnu un A, donc ça ne change pas d'habitude. Si on reconnaît un G, ici on voit que la fin du mot ne correspond pas du tout à ce qu'on aimerait avoir comme début de motif, donc on va retourner dans l'état je n'ai rien lu. Et si on est dans celui-là, par contre, ça devient intéressant. Donc on vient de reconnaître un C après avoir reconnu AGCT-AG, et on reconnaît, donc ce n'est pas ce qu'on attendait pour la suite du motif, mais par contre on reconnaît en suffixe ici le début de notre motif. Donc on va pouvoir se replacer directement sur le C ici, qui dit on a reconnu AGC, plutôt que de se replacer à un autre endroit. Ce sera ce qui est le plus économique, ce qui est le plus judicieux à faire. Et enfin, le dernier cas, c'est on reconnaît la lettre suivante qu'on voulait pour finir le motif, et donc on va atterrir sur le dernier état de notre schéma. Hop. Et donc, à partir du moment où on a reconnu le motif, où on a reconnu AGCT-AG, on reste toujours dans cet état-ci, donc quelle que soit la lettre, pour dire oui, on a bien reconnu le motif. Donc, pour vous convaincre que ce schéma fonctionne, on va le faire fonctionner sur notre exemple et voir ce que ça donne. On va voir que ça correspond exactement à ce que l'ordinateur faisait et que c'est justement ce qu'il nous fallait. Donc ici, on commence au début de notre ADN, dans un état donc où on n'a rien lu du motif. On est dans un cas où on n'a pas du tout commencé à lire le motif. Donc on commence à le lire, on voit qu'on repère un A, donc on va emprunter cette transition-là, de cet état-là à celui-ci, donc sur lequel il y a marqué un A, donc qui en fait, on va emprunter les transitions à chaque fois de ce qui correspond à ce qui est marqué dans l'ADN, donc dans l'ordre. On va d'abord emprunter une transition qui correspond à la lettre A parce que c'est la première lettre de l'ADN, puis on va emprunter une transition G à partir de cet état-là parce que c'est ce qui est écrit dans l'ADN à ce moment-là. Et donc on va passer exactement comme on le voulait dans l'état. On a reconnu les deux lettres AG qui sont le début de notre motif. Ainsi de suite, on continue à avancer et à emprunter les bonnes transitions et on atterrit dans l'état qu'on voudrait, donc qui est le fait que nous avons reconnu AGC. Ainsi de suite. Là, on se rend compte que le motif et l'ADN ne correspondaient plus. On avait un A et un T
donc qui était différent. Donc on va emprunter une des transitions qu'on pourrait appeler, je ne sais pas trop comment les appeler, une transition qui redescend dans la hiérarchie des états, donc qui va vers le A, parce que on aura lu un A qui pourrait être le début de notre motif. Donc on atterrit dans l'état A comme prévu. Ainsi de suite, on reconnaît un G, puis on reconnaît un C, on reconnaît un C, un T. On reconnaît un A, donc on avance dans notre ensemble d'états. On est bien dans l'état, on a reconnu HGCTA, et on est bien pareil sur notre chaîne de caractères, dans le même état, donc on est plutôt content. Ça représente bien ce qu'on a vu. Et là, on se rend compte qu'il va y avoir un problème, que ça ne matche plus, que ce n'est plus en correspondance. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement emprunter l'état qui correspond à A dans cet état de l'algorithme, du schéma, donc qui est cette transition-ci, et qui atterrit à nous avons reconnu juste un A. Donc qui était bien ce qu'on avait fait avec le petit ordinateur. Donc où est-ce qu'on pouvait se replacer à partir du moment où on avait lu AGCT, AGA, on pouvait se replacer juste à ce A-ci, parce que les autres suffixes de ce mot ne correspondaient pas à un début du motif. Donc c'est bien ce qu'on fait. Et ainsi de suite, on va continuer à avancer dans le schéma qui va nous donner le résultat qu'on voulait. Donc là, dans ce cas-là, on a eu une différence entre le motif et l'algorithme, enfin le motif et l'ADN, et on se rend compte que ce qu'on vient de lire, c'est AGCT, AGC, et que le AGC, c'est le début de notre motif, donc que l'on peut retourner directement dans l'état nous avons reconnu AGC plutôt que de retourner dans un autre état, c'est ce qui est le plus judicieux. Donc c'est ce qu'on fait, et ainsi de suite, et on finit par reconnaître le motif. Voilà. Donc on est plutôt très content de ce schéma qui fait exactement le travail qu'on voulait. Donc encore une fois, il y a une animation qui n'est pas passée, qui cette fois donnait les animations de cette chose-là, qui a évolué en dessous de notre schéma, donc en version dynamique. Donc ce schéma, je l'ai pas sorti de nulle part, c'est pas quelque chose que j'ai inventé moi-même, c'est quelque chose qui existe en informatique et qui s'appelle un automate, donc dont je vous donne la définition formelle ici, même si c'est pas le plus important à retenir, donc qui est juste ce genre de choses, donc avec un certain nombre d'états, un état dans lequel on commence et un état dans lequel on dit oui, j'ai trouvé ce que je cherchais, et des flèches entre ces états, qu'on appelle des transitions, et qui sont étiquetées par une lettre. Donc voilà, c'est ce que ça dit ici. Donc on a un alphabet qui est les étiquettes sur les flèches, un ensemble d'états, un état dans lequel on commence et un état dans lequel on finit, et une fonction de transition donc, qui correspond juste aux flèches, donc qui à un état et à une lettre donnée va faire correspondre un autre état, donc qui est juste une flèche étiquetée par une lettre. Voilà. Donc en informatique, les automates sont super utilisés et super utiles, et donc ils peuvent servir dans diverses situations, en plus de l'algorithme que je vous ai présenté. Donc ça permet de représenter des systèmes, donc électroniques ou physiques, comme par exemple les ordinateurs, les machines dans l'industrie, les avions. Ça permet de représenter le comportement de quelque chose qui n'a pas forcément beaucoup d'états. Donc, je ne sais pas, par exemple, une machine à laver, on pourrait la représenter comme une machine à quelques états. Donc, par exemple, il y aurait l'état « je suis en train de laver le linge »,« je suis en train de le sécher »,« je suis en arrêt ». Et on pourrait avoir des transitions entre ces états qui sont le fait d'appuyer sur certains boutons. Les automates peuvent aussi, donc c'est surtout pour ça que nous, on les a employés, ça permet de donner un aperçu visuel d'un système qui est en train d'évoluer donc au cours du temps avec un comportement automatique. Et c'est également un objet très étudié en théorie en informatique, donc dans un domaine qu'on appelle les langages formels, donc qui est en fait l'étude théorique de ce qu'est un ordinateur et de ce qu'il peut calculer. Voilà. Donc maintenant, on a bien vu ce que fait cet automate sur notre exemple, mais c'est très centré sur l'exemple. Donc on voudrait peut-être le généraliser pour faire de ça un modèle général
qu'on peut appliquer à tous les gènes qu'on pourrait vouloir prendre et toutes les ADN qu'on voudrait pouvoir prendre. Donc ce qu'il faut faire, c'est construire ce schéma qu'on a construit ensemble sur notre exemple dans un cas général. Donc je vais essayer de vous donner une intuition un petit peu de comment on va le faire, même si on ne va pas le faire jusqu'au bout parce que c'est assez technique. Donc pour commencer, il y a des choses assez simples qu'on peut définir dès le départ. Donc si on prend un gène A, un gène qu'on appellerait M avec une taille N, on sait déjà qu'est-ce qu'on va prendre comme alphabet. C'est l'alphabet donc pour notre problème ATCG, qui est l'alphabet de l'ADN. On sait qu'il va avoir les N plus 1 états, donc qui vont être étiquetés de 0 jusqu'à N, donc qui étaient les états qu'on avait nous, les ronds rouges, donc qu'on avait étiquetés nous avec nos lettres, mais ça revient au même de les étiqueter de 0 à N. L'état 0, ça sera notre état dans lequel on va commencer, et l'état final, ce sera l'état qu'on va étiqueter N. Et après, il faudra définir la fonction de transition. Donc ça va correspondre à quelque chose comme ça, pour le motif M. Ensuite, ce qu'il va falloir faire, c'est faire nos transitions. Donc pour ça, on peut revenir à notre ensemble de cas possibles, donc qui sont ceux-ci. Il y a deux grands cas qui peuvent arriver, donc dans nos états, qui est soit l'état en fait, soit on est dans un cas où la lettre est barrée parce que ça correspond à un moment où on est bien en train de reconnaître le motif et on est content. Soit on est dans un cas où donc ce que j'ai écrit n'est pas barré et on est dans un cas en fait où on va devoir se replacer parce qu'on n'est plus en correspondance avec le motif. Donc deux cas possibles, c'est ceux que je viens de lister. C'est si on reconnaît la lettre suivante du motif à partir de l'état où on est, et on va passer donc de l'état où on est à l'état suivant. Donc ce qui correspond en fait à mettre des flèches entre l'état 0 et l'état 1, l'état 1 et l'état 2, l'état 2 et l'état 3, etc. Si vous vous rappelez bien du schéma qu'on avait vu sur l'exemple, il y avait toutes ces flèches à chaque fois qui étaient étiquetées par les lettres. Donc à chaque fois qu'on reconnaissait la bonne lettre suivante du motif, on pouvait avancer d'un état. Ce qui est le cas dans quel que soit le gène choisi. Après, le deuxième cas, c'est le plus difficile, c'est si ce qu'on a lu ne correspond plus au motif, on va devoir se décaler de manière intelligente. Pour ça, vous commencez peut-être à en avoir l'intuition, ce qu'il faut faire, c'est trouver le plus grand suffixe strict de ce qu'on a lu qui est aussi préfixe du motif. Donc c'est une longue phrase un peu compliquée, on va l'expliquer un petit peu. Donc déjà, pourquoi est-ce que ça marche? Pourquoi est-ce que le plus grand suffixe strict de ce qu'on a lu est aussi préfixe du motif? Donc ça, on peut peut-être aller le voir sur certains exemples qu'on avait. Donc par exemple, comme quand on était dans ce cas ici, pourquoi est-ce que ça marche? Donc si on prend le plus grand préfixe strict, qui est aussi... Donc si on prend déjà un préfixe qui est aussi suffixe du... Oh là là, c'est difficile. Alors, si on prend un suffixe de ce qu'on vient de lire, qui est aussi préfixe du motif, on voit que c'est intéressant, parce qu'on va se retrouver dans un état où on est encore en capacité de reconnaître le motif, et on a déjà lu beaucoup de lettres. Donc en ça, c'est très intéressant et ça marche. Pourquoi est-ce qu'on prend le plus grand? Parce que si on a le choix entre deux suffixes du motif, autant prendre le plus grand, ça fera qu'on aura reconnu le plus de lettres possible. Et aussi qu'on se sera décalé assez peu, parce que si on prend un grand suffixe, on va se décaler peu, alors que si on prenait un petit suffixe qui serait préfixe du motif, on va se décaler beaucoup et on pourrait louper un endroit où apparaît le motif. Donc retournons où on en était. Donc voilà. Donc le plus grand suffixe strict de ce qu'on a lu et qui est aussi préfixe du motif marche. Pourquoi autre chose n'irait pas? Alors, pourquoi autre chose n'irait pas? C'est parce que si on prend quelque chose, un suffixe qui n'est pas préfixe du motif, ça ne pourrait pas marcher parce qu'on se retrouverait dans un état qui n'est pas... dans lequel on n'a pas lu des lettres intéressantes pour reconnaître le motif. Donc ça ne pourrait pas fonctionner. Pourquoi est-ce qu'on doit le prendre strict?
C'est parce que si on le prend non strict, donc ça voudrait dire que on prend... C'est difficile à expliquer sans support. L'idée c'est que si on ne le prend pas strict, donc par exemple dans cette situation-ci, ça voudrait dire qu'on pourrait prendre, et on prendrait toujours la chaîne entière, donc AGCTAG, comme préfixe de la chose. Je ne sais pas si c'est assez clair. Alors, l'idée c'est que si on autorise à prendre un préfixe non strict, on peut prendre à partir de cet indice-ci un préfixe et donc un suffixe, et que donc on n'avancera pas sur les itérations de la chose. Donc il faut absolument que ce soit strict pour qu'on puisse avancer au moins d'un pas. Voilà. Et donc pourquoi on prend le plus grand, je l'avais expliqué tout à l'heure, c'est pour faire le plus petit pas possible et ne pas louper d'itération du motif, et aussi parce que ça permet d'avoir déjà un ensemble de lettres qu'on a reconnu qui est grand, qui est le plus grand possible, et donc d'être le plus proche possible de reconnaître le motif. Donc voilà. Après, donc ici il devait y avoir l'animation donc en même temps, en simultané des deux algorithmes que j'ai présentés, donc l'algorithme naïf et l'algorithme de KMP qu'on vient de faire, et où ça se voyait assez bien que celui-là avançait très très lentement et assez laborieusement, alors que celui-là arrivait assez vite à trouver le motif et attendait la fin de l'exécution de celui-là. Donc on va faire comme on avait fait pour l'autre algorithme, on va compter le nombre d'opérations élémentaires et voir combien de temps il prendra au maximum. Donc pour la construction de l'automate, comme on l'a fait de manière assez informelle et que je vous ai juste donné une intuition, je vais vous donner le nombre d'opérations élémentaires. Elle est environ de 5 fois n, où n est la taille du motif du gène. Donc. Et après, pour l'utilisation de l'automate, c'est assez simple à voir. On va faire m opérations élémentaires, parce qu'en fait, on va faire m fois les transitions. On va passer m fois sur les flèches, car chaque flèche va correspondre en fait à une lettre de l'ADN. Donc au total, on fait 5 fois n plus m opérations, donc 5 fois la taille du gène plus la taille de l'ADN, opération élémentaire. Donc si on calcule toujours sur notre exemple qu'on avait pris au départ d'un gène qui cause le daltonisme avec le chromosome sur lequel il est situé, on avait comme nombre d'itérations pour l'algorithme naïf quelque chose comme 300 millions, 400 millions, et on a pour l'algorithme qu'on vient de faire, donc de KMP, quelque chose qui est plutôt de l'ordre de 200 000. Donc on a quand même quelque chose comme 2000 fois moins d'opérations élémentaires. Donc on a vraiment gagné beaucoup en travaillant un petit peu sur notre algorithme. Et donc le temps maximal mis par l'algorithme de KMP, c'est c'est même pas un dixième de seconde. C'est quelque chose entre 60 et 120 millisecondes, alors qu'avant, pour l'algorithme naïf, on avait quelque chose comme 2 à 4 minutes. Le temps réel obtenu, c'est 0,3 secondes. C'est un temps obtenu le temps obtenu est supérieur à ce qu'on a en théorie, à cause du langage de programmation que j'utilise, donc qui prend un peu de temps à se mettre en route, à comprendre ce que j'ai écrit et à charger les données que je veux. Mais si on calculait exactement le temps passé par l'ordinateur sur notre algorithme, ça serait dans cet intervalle-là. Donc maintenant qu'on a vu ces deux algorithmes, ces deux cas d'école, on va pouvoir passer à des problèmes plus réels, on va dire. Parce que ce qu'on a vu, c'est des cas d'école, c'est des choses qui n'arrivent pas vraiment en biologie. C'est un problème le problème de recherche de maladies génétiques dans l'ADN est quand même bien plus complexe que ce qu'on a vu. Par exemple, le motif pourrait être aussi une inconnue. Là, on a considéré que le motif, c'était quelque chose de connu, que le gène, on le connaissait absolument, celui qui pouvait causer la maladie génétique. Mais ça pourrait ne pas être le cas, et il pourrait y en avoir une petite variante, une petite différente, une allèle différente de celui-ci. Et donc, on pourrait ne pas retrouver
le gène causant la maladie génétique, alors que celui-ci est quasiment présent à quelques nucléotides près. Aussi, une maladie génétique, c'est pas quelque chose de simple, c'est pas quelque chose qui est déterminé parfois par un seul gène, mais elle peut aussi être déterminée par la présence de plusieurs gènes, de plusieurs allèles défectueux qui combinés vont créer la maladie génétique. Donc ça complexifie le travail des chercheurs en biologie de déterminer tous les gènes qui doivent être présents pour générer une maladie génétique. Après, il y a aussi le problème qu'on vit dans un environnement qui n'est pas le même pour tous, et donc ça peut jouer un rôle très important dans une maladie, et on peut ne pas savoir si c'est la génétique qui est à l'origine du problème ou si c'est juste l'environnement qui fait qu'une même famille va se retrouver coincée dans un environnement néfaste qui induit la maladie, et non pas un problème génétique. Enfin, le problème en recherche aussi en biologie, c'est qu'on ne connaît pas forcément quels gènes sont responsables de la maladie. Il faut le découvrir, et il faut aussi découvrir l'existence de ces gènes dans l'ADN, parce que l'ADN c'est juste une longue chaîne de nucléotides, et on ne peut pas distinguer a priori où sont les gènes. Et donc c'est tout un problème de réussir à trouver ces gènes et de savoir après lesquels peuvent être responsables de la maladie. Un tout dernier point, c'est qu'on a vu le fonctionnement de l'ADN comme quelque chose d'assez simple. Donc on l'a vu comme juste une longue chaîne qui contient de l'information génétique, et cette information génétique, c'est les gènes. Mais c'est pas exactement ça, ce n'est pas aussi simple. Dans la vie, ce n'est jamais simple. Ce n'est pas aussi simple que ça. Il y a dans ce qui reste dans l'ADN, donc les gènes contiennent l'information génétique la plus importante, l'information génétique principale, mais à côté de ces gènes, il y a des choses qu'on appelle par exemple des promoteurs ou autres, dont je ne suis pas spécialiste, mais qui sont là pour activer les gènes ou au contraire les empêcher de s'exprimer. Et si ces genres de choses sont présents, ont aussi une mauvaise allèle, entre guillemets, ça va aussi pouvoir créer des maladies génétiques et qui ne seront pas dues aux gènes, mais à ce qu'il y a avant et qui va les activer ou les désactiver en fait. Donc ce qu'on pourrait considérer comme problème plus réaliste pour trouver les maladies dans l'ADN, et qui est quelque chose que les biologistes font, enfin, que les informaticiens qui recherchent les maladies génétiques dans l'ADN font réellement, c'est un problème un tout petit peu plus général que ce qu'on a vu, c'est de rechercher un gène, mais c'est de ne pas rechercher le gène précis qu'on nous a donné, mais de rechercher une petite variante de celui-ci dans l'ADN. Donc par exemple, on va considérer qu'il est possible que le gène dont on nous a donné la séquence peut avoir subi ce qu'on appelle une substitution, c'est-à-dire qu'un des nucléotides s'est transformé en un autre, ou alors a subi une délétion, donc un nucléotide a disparu, ou une insertion, un nucléotide s'est rajouté. Et il peut en avoir subi plusieurs, et donc il faut trouver un algorithme pour réussir à résoudre le problème qu'on s'était posé précédemment, mais en incluant le fait qu'il puisse y avoir des petites modifications dans la donnée qu'on a, dans le gène qu'on nous a donné en données. C'est un problème qui colle bien à ce qui se passe dans la réalité, parce que le séquençage d'un génome, on avait supposé, nous, que c'était quelque chose qui allait de soi, qu'on récupérait le génome d'une personne sans aucune erreur et que c'était absolument parfait, mais c'est pas le cas. Les méthodes actuelles ne nous permettent pas d'avoir des génomes absolument exacts, de récupérer le génome d'une personne de manière absolument exacte, et il y a 1% d'erreurs qu'on n'arrive pas à enlever, donc de choses comme ceci, donc souvent des substitutions, des délétions et des additions, des insertions, donc qui vont parasiter le génome qu'on a séquencé. Et il y a un deuxième mécanisme qui est le mécanisme de mutation ponctuelle, donc qui arrive aussi dans la vie, donc qui est que le fait que l'ADN va muter un petit peu et présenter ce genre de mutation. Donc avoir à un moment une erreur de réplication de l'ADN qui va faire que
un nucléotide s'est substitué à un autre, il y en a un qui s'est enlevé ou il y en a un qui s'est inséré. C'est quelque chose qui arrive assez fréquemment et qui est à l'origine notamment de l'évolution. Et donc il faut en prendre compte quand on considère notamment quand on a réussi à trouver un gène responsable d'une maladie et qu'on le recherche dans une personne qui n'est pas de la même famille, parce que leurs deux génomes peuvent avoir évolué, il peut y avoir eu des mutations qui sont arrivées entre les génomes de ces deux personnes. Donc car ça fait des générations et des générations que le mécanisme de mutation est actif donc dans les génomes de ces individus. Donc comment on pourrait résoudre notre problème en prenant compte de ces mutations ponctuelles? Certains problèmes se posent rapidement, donc comment faire, parce qu'on ne peut plus utiliser les algorithmes qu'on avait précédemment, et notamment le problème de savoir qu'est-ce que c'est être le plus proche du motif. Donc compte tenu du fait que celui-ci va être différent avec des substitutions, des délétions et des insertions possiblement. Donc généralement, de manière classique, ce qui se passe en bioinformatique, c'est qu'on considère qu'une chaîne va être proche du motif quand elle nécessite un minimum d'insertion, délétion et substitution pour être transformée en le motif. Donc si par exemple notre motif c'est celui-ci va avoir va être proche avec un certain nombre de différences, va avoir un nombre de différences de 3 précisément ici, par exemple, parce qu'on voit que si ici on enlève un T, qu'on rajoute un A au début et qu'on remplace ce G par un T, on va retrouver ce motif ici. Et donc c'est ça le minimum d'insertion, délétion et substitution. Donc si on rajoute un A ici, qu'on enlève un T et qu'on change cette lettre-là en un C, le G en un C, on retrouve le motif et ça nous donne donc le nombre de différences. Et à partir de cette définition de qu'est-ce que c'est qu'être le plus proche d'un gène, d'être le plus proche du gène, donc avoir le minimum de différence, on va pouvoir construire ce qu'on appelle un algorithme d'approximation. Donc on va supposer que le gène muté n'a pas plus de K différence avec l'original. Donc K va devenir un des paramètres qu'on va devoir poser, déterminer, pour avoir de bons résultats. Et on va rechercher donc alors dans l'ADN une chaîne qui a moins de K différence avec le gène qu'on a en données. Donc voilà. Voilà une idée en gros de ce qu'on pourrait essayer de faire dans un problème plus réaliste de bioinformatique où on recherche les maladies génétiques. Donc c'est sur ça que travaillent les informaticiens en bioinformatique et les biologistes en bioinformatique aussi. Et ils travaillent avec quelques problèmes, donc qui est, comme on l'a vu sur notre petit exemple là, du problème qu'on vient de voir, un problème de spécification, donc qui vient du fait que en informatique et en biologie, on n'a pas du tout les mêmes... on n'a pas du tout fait les mêmes études, on n'a pas du tout les mêmes connaissances de base, donc c'est difficile de se comprendre, et ici d'arriver à... pour les biologistes, d'arriver à faire comprendre qu'est-ce que ça voudrait dire être le plus proche possible du gène, parce que ça peut signifier beaucoup de choses en biologie. Et pour les informaticiens, il faut que ce soit quelque chose que eux considèrent applicable, donc implémentable en informatique. Et ensuite, il y a un deuxième problème, qui est uniquement un problème d'informatique cette fois, qui est le fait que surgit que rapidement, quand on essaie de considérer des problèmes qui sont un petit peu plus complexes, ceux-ci ne sont plus résolvables en temps raisonnable. Et on va devoir faire donc des algorithmes d'approximation. C'est ce qu'on appelle des problèmes NP. Et la plupart des problèmes du quotidien, des problèmes qu'on voudrait résoudre dans la vraie vie, sont des problèmes NP. C'est-à-dire qu'ils vont être résolvables, mais uniquement en temps exponentiel. Et donc ça va plus donner des temps raisonnables sur un ordinateur. Ça va tourner en, disons, une année, 100 ans, ce genre de choses, si on essayait de les résoudre de manière exacte. Et donc on va devoir designer des algorithmes d'approximation afin de résoudre les problèmes. Voilà, on arrive à la fin de l'exposé. Donc pour récapituler un petit peu ce qu'on a fait, on a commencé par voir tout d'abord quelques bases en génétique. Donc le principal à retenir étant que
l'ADN était dans chaque cellule de notre corps, qu'il s'agissait d'une longue hélice constituée de nucléotides et que les gènes étaient des petites parties de ces hélices, de cette longue molécule d'ADN, et que cela pouvait être transcrit en informatique, donc en un texte contenant les lettres AGCTA, et donc où les gènes correspondent à des petits morceaux de ce texte. Donc ce qu'on a vu ensuite, c'est deux algorithmes. Donc l'algorithme naïf, qui devait s'afficher en haut, donc qui est un algorithme qui teste toutes les possibilités de présence du gène à chaque place de l'ADN. Donc avec un mécanisme très automatique, donc je vais regarder à l'indice 1, puis à l'indice 2, puis à l'indice 3, etc. etc. Et l'algorithme de KMP qui est un algorithme un petit peu plus intelligent. Donc un algorithme qui sait lorsqu'il y a un problème de reconnaissance, lorsqu'on n'est plus dans un cas de figure où on est en train de reconnaître le motif, qui va savoir se replacer de manière intelligente pour continuer sa recherche de motifs plus loin dans la chaîne de l'ADN. Donc en utilisant ce qu'il a déjà lu. Donc enfin, on a vu quelques variantes de ce problème qui nous ont montré que c'était pas si simple en biologie et que ça demandait encore des efforts pour réussir à trouver les maladies génétiques et que ce n'était pas aussi simple que ce que j'avais montré donc avec l'algorithme KMP. Et donc enfin, on a vu, nous, cette partie-là, donc, où qu'est-ce qui sert en informatique, donc qu'est-ce qui sert en biologie qui vient de l'informatique, donc notamment les algorithmes et l'automatisation qu'apportent les ordinateurs et l'informatique. Mais on pourrait également regarder dans l'autre sens ce que la biologie a apporté, ce que la biologie a apporté à l'informatique, ce sur quoi l'informatique s'est inspirée, donc ce que j'avais mentionné en introduction, les algorithmes génétiques et l'intelligence artificielle par exemple. Donc l'intelligence artificielle, c'est dans un exposé qui a déjà été fait par Lucas Willem, donc, où il parle de deep learning et donc de réseaux de neurones, et les algorithmes génétiques, un autre sujet qui, je crois, n'est pas abordé dans le séminaire. Donc voilà, merci beaucoup de votre attention. L'exposé est fini. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Oui? J'aimerais savoir quand est-ce qu'on a découvert les gènes et ça vient de quelle origine? Ah, ça c'est des bonnes questions, mais je suis informaticienne de formation, donc je ne saurais pas trop te répondre. Ouais, je sais vraiment pas trop de quoi te dire. On sait depuis assez longtemps qu'il y a une part en nous de gènes donc, qui se transmet d'une génération à l'autre. C'est quelque chose, je pense, qui est connu depuis du coup Darwin, donc 1600, 1700, ce genre de date. Après, la découverte des gènes, donc des gènes vraiment en soi et de l'ADN, je pense que c'est beaucoup plus tardif et que ça doit être dans les années 1900, voire presque 1980, etc. Parce qu'il faut avoir avant tout découvert le microscope, pouvoir observer de manière très très précise ce qui est très petit, donc quelques micromètres, quelques nanomètres. Et donc je pense qu'il faut attendre vraiment les années 1900, voire assez tardif pour pouvoir vraiment mettre une image sur ce qu'on appelle l'ADN et les gènes. Mais il faudrait chercher plus précisément, je pense. Vas-y. Pourquoi est-ce que tu sors pas de ton automate quand tu détectes, à quoi elle sert la flèche vers la sortie de toute façon quand tu as lu CGT c'est une bonne question aussi. Alors, je vais remettre l'automate. Donc, pourquoi on sort pas de l'automate? C'est parce que j'ai été un peu feignante sur mes slides et j'ai pas été jusqu'au bout de l'ADN. Donc en fait, cette flèche sortante, là, au bout, elle sert à quelque chose, c'est si le gène n'avait pas été présent dans l'ADN, en fait, on aurait continué à tourner dans notre automate, donc dans ces états-ci, et on n'aurait jamais atteint l'état ici avec la petite flèche. Et dans ce cas-là, en fait, on aurait dit qu'on se serait retrouvé dans un de ces états-là à la toute fin de notre chaîne de caractères, on se serait arrêté,
Et le fait qu'il n'y ait pas une petite flèche sur les autres états, ça signifie qu'on va pouvoir renvoyer faux. Que c'est les états dans lesquels on renvoie faux. Si on se retrouve à la fin de l'algorithme, en étant dans un état, on a déjà vu AGC par exemple, ça veut dire qu'on n'a pas encore, ça veut dire qu'on n'est pas arrivé jusqu'au moment où on a reconnu le motif, donc qui est un état dans lequel on reste toujours parce que quelle que soit la lettre lue ensuite, on y reste. Donc ça voudrait dire que si on était dans le reste de l'automate, on aurait renvoyé faux, alors que si on reste dans cet état jusqu'à la fin de notre ADN, on va renvoyer vrai. C'est à ça que sert cette flèche, et en fait on en sort si à la fin de l'ADN, on est dans cet état-là, et on n'en sort pas, entre guillemets, on n'en sort pas si on est dans le reste. Donc en fait, cette flèche-là, ça veut dire que l'algorithme, que l'automate accepte notre ADN, ce qui veut juste dire qu'il a trouvé le motif dedans, ou pas. Donc si, voilà. C'est une pastille, c'est bon. Et si quand l'algorithme est fini, il n'est pas sur un état où il y a une pastille, c'est bon. C'est exactement ça. Oui. Quand tu dis dans les variantes qu'on recherche des sous-chaînes qui ont le bon sens mais pas la bonne, ça utilise toujours des automates comme ça Je suis pas encore, je sais pas trop. C'est des algorithmes d'approximation, donc ça devient assez complexe. J'en avais vu un qui n'utilisait pas du tout ce genre de choses. Il essayait plutôt d'utiliser des choses qu'on appelle la programmation dynamique, donc qui est de prendre une sous-chaîne en fait de notre motif. Comment dire, c'est pas facile à expliquer. L'idée c'était de construire un tableau avec d'un côté du tableau l'ensemble des lettres de l'ADN et de l'autre côté du tableau l'ensemble des lettres du gène, et de réussir à mettre dans les cases du tableau, donc à remplir le tableau petit à petit en disant à quel point le préfixe du gène considéré était présent donc dans la partie de l'ADN considéré, donc en utilisant les différences que j'ai définies ici, le nombre de différences. C'était un tableau qui remplissait pour chaque préfixe du gène et chaque préfixe de l'ADN le nombre de différences entre ces deux choses-là, donc en considérant, voilà, qui disait si le gène était présent à K différences près dans l'ADN, dans le préfixe de l'ADN considéré. Et donc en remplissant le tableau au fur et à mesure, la dernière case du tableau donnait combien de différences on pouvait obtenir au minimum entre le gène et l'ADN. Donc si on avait retrouvé un gène avec K différences par rapport à celui qu'on avait au départ. Mais c'est pas quelque chose d'évident et ça se fait pas en des temps très bons. Ok, bon, voilà. On va s'arrêter là pour ce soir. Merci.